Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire Assess First. Donc nous avons choisi pour cette fois-ci de traiter du thème peut-on être soi-même au travail en 2018 ? Alors c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, qui est légitime de se poser. Donc pour parler de ce sujet, eh bien, nous serons deux. Donc tout d'abord, je me présente rapidement. Donc je suis David Bernard, je suis psychologue du travail de formation et cofondateur et CEO d'Assess First. Et de mon côté, je suis Christophe Poirot, Product Manager chez Assess First, c'est-à-dire la personne qui se charge de faire en sorte que la roadmap se réalise et justement que la question peut-on être soi-même au travail en 2018 soit une réponse à laquelle on peut répondre, une question à laquelle on peut répondre positivement dans la plupart des cas. Donc voilà, donc nous allons être ensemble pour entre 30 et 40 minutes environ. Donc avant de vous présenter les résultats d'une très grande étude que nous avons menée auprès d'un large panel d'utilisateurs et donc de candidats, on va vous faire un petit update en fait sur Assess First et surtout sur notre why, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous pousse au quotidien justement à développer ce type de solution. Donc Assess First, aujourd'hui, on est spécialiste de ce qu'on appelle le recrutement prédictif, c'est-à-dire qu'on a développé une solution qui va vous permettre d'anticiper la capacité de vos candidats, de vos candidates, de vos collaborateurs, collaboratrices à réussir, bien évidemment, mais également à être épanouis dans les fonctions pour lesquelles vous les recrutez ou vous les faites évoluer au quotidien dans vos entreprises. Donc, on n'a pas toujours fait ce métier-là. Donc, Assessor, c'est une société qui a été cofondée en 2002 maintenant, qui a été fondée en 2002. Donc, à la base, on était éditeur de tests de recrutement, de tests psychométriques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre métier, c'était tout simplement de développer, de mettre au point des outils pour évaluer tout ce qui a trait aux soft skills, au potentiel des personnes. Et c'est vrai qu'on était dans une approche qui est une approche très descriptive, c'est-à-dire très concrètement, ce que nous proposions à l'époque, c'était des outils, des tests que vous pouviez faire passer à vos candidats, à vos collaborateurs en interne, et qui vous donnaient simplement un descriptif de leur mode de fonctionnement, descriptif de leur talent, descriptif de leur potentiel, et ensuite, c'était à nos utilisateurs de faire les croisements dans tous les sens entre les différents critères, comme c'est le cas pour la majorité des outils qui existent sur le marché, et surtout, c'était à eux d'exploiter tout ça pour ensuite utiliser les informations issues des tests dans le cadre de la prise de leur décision. Donc on a fait ce travail, on a fait ce métier pendant environ une dizaine d'années, en 2012-2013. Un peu comme tout le monde, on a vu la trend de Big Data, ce grand phénomène qui est arrivé, tout ce qui a trait aux analytics, aux prédictifs. Et là, on y a vu une opportunité formidable. En gros, ce qu'on s'est dit, c'est au vu de toutes les informations qu'on arrive à recueillir concernant une personne, qui elle est, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle pourrait faire, le type de personne qu'elle pourrait devenir, si on avait la capacité d'utiliser toutes ces données pour aller au-delà simplement de la description de qui elle est, pour aller jusqu'à l'anticipation de ses capacités à réussir et à s'épanouir, ça serait quand même intéressant. Donc du coup, on a commencé à mener certaines expérimentations, on a développé de nouveaux algorithmes, on s'est adjoint de nouvelles compétences, donc des data scientists, des computer scientists, en plus des psychologues et des psychométriciens qui formaient déjà la société, le gros de nos effectifs. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qui nous permet justement de nous positionner en tant que leader au niveau européen sur le marché du prédictif. Donc, l'objectif d'Assess First, c'est quoi en résumé ? C'est vous permettre donc d'identifier les collaborateurs qui vont réussir à s'épanouir chez vous. Et pourquoi on a pris ce virage ? Tout simplement parce qu'on considère chez Assess First qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou en tout cas qui ne fonctionne plus, dans la manière dont les entreprises recrutent aujourd'hui. Et à ce titre, il suffit de se pencher sur une étude qu'a réalisée Mark Murphy, donc en 2012, donc qui date maintenant de 5-6 ans. Et donc, qu'est-ce qu'il s'amusait à faire ? Il s'amusait, Mark Murphy, à suivre 20 000 recrutements sur une période de 18 mois. Et la question qu'il s'est posée au terme de ces 18 mois, après avoir suivi les 20 000 personnes recrutées sur cette période, sur 1 an et demi, c'est est-ce que les process de recrutement qui sont mis en place au sein des entreprises aujourd'hui sont réellement efficaces ? Est-ce que oui ou non, ça fonctionne ? Alors, la réponse est la suivante. Lorsqu'on considère 20 000 recrutements au bout de 18 mois, on va pouvoir se rendre compte que l'on va avoir 54% des personnes qui sont dans une posture de succès. Alors, ce que l'on appelle succès pour Mark Murphy, ça veut dire que la personne est toujours en poste. C'est vrai qu'on peut discuter cette notion de succès. Est-ce que être toujours dans le job
ça suffit à considérer qu'une personne réussit dans son poste. En tout cas, c'est la définition qu'il en avait. Donc, 54% des personnes sont toujours en poste et on a jusqu'à 46% des personnes qui ne sont plus au sein de l'entreprise. Donc après, cet échec du recrutement peut être enfin peu importe qui a été à l'origine de la rupture de contrat de travail, ça peut être le salarié qui part, ça peut être l'entreprise qui a décidé de se séparer du collaborateur, quoi qu'il en soit, une fois sur deux, la personne n'est plus en poste au terme de 18 mois. Mais la partie la plus intéressante de l'histoire, c'est pourquoi quasiment une fois sur deux, eh bien, les recrutements aboutissent à un échec. Et là, c'est vraiment passionnant parce qu'il s'est rendu compte, Mark Murphy, que le manque de compétences techniques donc est impliqué dans 11% des cas seulement. Alors que dans 89% des cas, c'est-à-dire quasiment 9 fois sur 10, s'il y a rupture du contrat de travail, c'est pour des problèmes qui, de près ou de loin, eh bien, sont liés à la sphère comportementale. On peut y trouver, par exemple, l'inadéquation entre les valeurs du candidat et ce qui fonde la culture de l'entreprise. Ça peut être un décalage fort entre le naturel du candidat ou de la candidate et ce qu'on va lui demander de faire au quotidien. Par exemple, quelqu'un qui serait super introverti, très organisé, structuré, à qui on va demander de travailler dans un open space. On a des commerciaux qui vont crier toute la journée au téléphone. Ça peut être ce genre de choses-là. Il peut s'agir également d'un manque d'affinité entre la personne et son équipe ou le manager en place. Quoi qu'il en soit, une fois sur deux à 18 mois, on aboutit à un échec des recrutements et 9 fois sur 10, eh bien, ça va être lié à des problèmes comportementaux. On a également une autre statistique très intéressante, c'est qu'en est-il des personnes qui sont toujours en poste? Eh bien là encore, au niveau mondial, donc là c'est tiré d'une étude qui est réalisée régulièrement par l'Institut Gallup, donc 89% des employés se déclarent peu, voire pas engagés du tout. Donc on peut se dire qu'en France on va faire mieux, hein, on a souvent l'habitude de penser ça. Alors oui, on fait mieux, chez nous c'est pas 89 mais 91% de la population donc qui se déclare peu ou pas engagée dans le cadre de son activité professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va nous placer à la 17e place sur les 18 pays qui ont été interrogés au niveau européen. Donc on est juste entre l'Inde et la Chine en ce qui concerne eh bien, les taux d'engagement et de satisfaction par rapport au travail. Donc, ce qui est quand même, avouons-le, pas terrible. Mais il y a une autre chose aussi qui nous a marqué, eh bien, c'est que quand on considère l'ensemble, eh bien, du temps que l'on va passer à travailler dans sa vie, eh bien, on peut l'estimer à peu près 80 000 heures pour chacune d'entre nous. 80 000 heures, ça veut dire quoi? C'est en gros, c'est 54% du temps de veille, d'accord? C'est-à-dire pendant qu'on ne dort pas, si on prend toutes les activités qu'on a, eh bien, on en a un petit peu plus de la moitié qui est consacrée à travailler, et donc, eh bien, ça va représenter au final à peu près un quart de notre vie tout entière. Donc, on s'est dit, eh bien, que c'était pas possible, qu'à un moment donné, c'était un énorme gâchis, qu'il était temps de réinventer la façon justement dont on recrutait. Et si on veut faire ça, eh bien, il va falloir se focaliser sur un facteur essentiel, c'est qui sont véritablement les personnes. Qu'est-ce qui fonde leur potentiel? Et pour Assess First, chaque individu, chaque personne va être la combinaison de trois facteurs clés qui vont permettre de bien comprendre ce qui la caractérise, ce qui la singularise. On va avoir tout d'abord les capacités de raisonnement d'apprentissage. Donc là, on est dans le domaine de l'agilité intellectuelle. On est dans le domaine de ce que la personne peut faire. Est-ce qu'elle aura la capacité à acquérir facilement de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences? Ensuite, on va trouver ce que la personne veut faire. Là, on est dans le domaine des moteurs. On est dans le domaine de la motivation, des motivations. Qu'est-ce qui va faire que cette personne va être poussée à l'action au quotidien? Et enfin, le troisième critère essentiel, la personnalité, qui va constituer le comment du comportement. C'est-à-dire que la personnalité, ça va nous permettre de comprendre quels sont les comportements qu'une personne a tendance à présenter de manière naturelle, que ce soit en situation normale ou en situation de stress. Donc, raisonnement, ce que je peux faire, motivation, ce que je veux faire, et enfin, personnalité, comment je vais me comporter concrètement. Donc, pour évaluer chacun de ces trois facteurs clés de manière fiable, nous avons développé au sein d'Assessor, c'est bien 3 modules d'assessment relativement courts, qui nécessitent chacun une dizaine de minutes de passation. Donc, avec Brain, vous avez la possibilité d'appréhender le potentiel de raisonnement, d'apprentissage, hyper important, d'autant plus dans un environnement, on parle beaucoup d'un environnement
la transformation digitale, de ces environnements où tout va plus vite, il y a plus d'incertitude, de complexité, d'ambiguïté. Il faut être en capacité à se réinventer, à mettre à jour ses connaissances, ses compétences régulièrement. Brain est un excellent prédicteur de cette capacité à acquérir en constant de nouvelles connaissances et de nouvelles capacités. Ensuite, nous avons développé Drive, qui va vous permettre d'explorer 20 facteurs de motivation qui ont un impact fort à la fois sur la satisfaction et aussi l'engagement actif de la personne dans le cadre de son activité professionnelle. Drive est passionnant dans le sens où il va vous permettre d'évaluer la capacité d'une personne, en gros, à s'intégrer dans ce qui fonde l'ADN de votre culture d'entreprise, mais on va également pouvoir savoir, donc, est-ce que la personne aura la capacité à s'intégrer au sein de votre entreprise, au sein de votre culture, est-ce qu'elle sera soluble dans la culture de votre entreprise, est-ce qu'elle pourra s'intégrer au sein de l'équipe, en fonction du rôle qui lui est confié, est-ce que la personne voudra, aimera occuper la fonction, le rôle que vous souhaitez lui assigner. Et enfin, on pourra également avoir des informations, des éléments d'infos sur est-ce que la personne prendra plaisir à effectuer les tâches, les missions que vous attendez qu'elle exécute au quotidien. Enfin, on a développé Shape. Shape est un outil qui vous permet, un module assessment qui vous permet de faire le point sur 20 facteurs de personnalité qui ont un impact crucial sur les comportements qu'une personne présente au quotidien. Donc habituellement, si vous utilisez des tests classiques, vous savez comment ça se passe, vous faites passer un test, 2 tests, 3 tests à vos candidats, vous récupérez 1, 2, 3, 4, 5, 6 rapports, peu importe, on va dire 3 rapports, un par test, et ça va être à vous à ce moment-là de faire les croisements dans tous les sens, d'analyser les traits de perso entre eux, l'interaction entre la personnalité, la motivation. Alors on sait que tout ça, ça peut parfois être extrêmement complexe, en tout cas ça prend beaucoup de temps parfois. Donc, ce que l'on a créé, ce sont des algorithmes qui vont simuler tout simplement, ce travail de croisement, d'analyse que ferait un expert en évaluation. Et à partir du moment, ce que ça veut dire, c'est qu'à partir du moment où un candidat a rempli tout ou partie de son profil sur AssessFirst, on va pouvoir identifier ses talents naturels, ceci de manière immédiate. Qu'est-ce que ce sont ces talents naturels? Ce sont toutes ces tâches, ces activités, ces choses qu'une personne est capable de faire au plus haut niveau, tout en restant justement dans son naturel. Et c'est intéressant de les identifier parce que ce sont également tous les domaines dans lesquels la personne aura le potentiel pour devenir la meilleure possible, la meilleure version d'elle-même dans le cadre de l'activité professionnelle. Et donc, lorsque l'on va parler de recrutement prédictif, il n'y a pas de magie, c'est tout simplement rapprocher les talents naturels de chacun par rapport à différents types de jobs, par rapport à des modèles prédictifs. Et donc, l'objectif de tout ça, c'est permettre encore une fois d'identifier parmi les candidats, parmi les collaborateurs, quels sont celles et ceux qui auront la plus forte probabilité à la fois de réussir, parce que bien évidemment, quand vous recrutez une personne, c'est plutôt pour qu'elle soit en situation de succès dans son activité, mais également probabilité qu'elle soit heureuse, donc qu'elle puisse être engagée durablement à vos côtés au sein de l'entreprise, dans l'équipe, pour faire les tâches qui lui sont confiées. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Christophe, tout simplement pour vous présenter les résultats de l'étude que nous avons menée récemment. Effectivement, alors merci David. Donc on a effectivement mené une étude sur la question de peut-on être soi-même au travail en 2018. On l'a fait en ce premier semestre 2018 tout simplement, où on a pu en fait diffuser un large sondage à toute notre base et on a pu en fait récolter 2259 réponses sur ces questionnaires, c'est-à-dire que 2259 personnes ont accepté de prendre un peu de temps pour nous dire pour eux est-ce que c'est important d'être soi-même au travail en 2018 et surtout est-ce qu'ils ont l'impression de pouvoir le faire et qu'est-ce qui leur manquerait éventuellement pour que ce soit le cas. Donc la question en fait par laquelle on a commencé, c'est tout simplement est-ce que c'est important pour les personnes de pouvoir être elles-mêmes au travail? Alors en général, on a envie de se dire bah oui, forcément tout le monde va dire oui parce qu'on a tous envie d'être un peu pouvoir ne pas se mettre de filtre, pouvoir en fait agir comme bon le semble. Mais en fait la réalité est pas si simple que ça dans la mesure où on a 30% des sondés qui ont répondu non à cette question et tout de même 70% qui ont répondu oui. Donc ces 30% qui ont répondu non, c'est tout simplement des gens qui nous ont dit que c'est pas important pour eux d'être en fait pleinement eux-mêmes au travail. C'est des gens qui en fait peuvent procéder à des ajustements qui trouvent normal qu'en situation en situation de travail, on puisse en fait être une personne différente de qui on est au quotidien.
Alors ça a été une minorité étant donné que c'est 30%, mais on a du coup ces 70% qui trouvent que c'est une question importante et avec qui on a essayé d'aller un petit peu plus loin. Donc parmi ces personnes, une personne sur cinq ne peut pas concevoir de travailler autrement qu'en étant pleinement elle-même. C'est-à-dire qu'une personne sur cinq, en fait, n'est pas du tout épanouie dans son travail, n'est pas en capacité d'être performante si elle ne se sent pas en fait à avoir la liberté d'être elle-même. Encore plus loin, une personne sur deux se dit prête à quand même faire de petits ajustements aux besoins. C'est-à-dire, ce sont les personnes pour qui c'est important d'être soi-même au travail, mais en fonction, en fait, des tâches à accomplir, en fonction du manager qu'ils auront qu'ils ou elles auront à fréquenter, ou même les collègues. En fait, ce sont des éléments qui pourront nécessiter un certain ajustement, et en fait, pour ces personnes, c'est pas grave. Mais pour autant, on a quand même une personne qui en fait ne voit pas ce compromis comme étant possible. Donc en fait, plus on peut exprimer sa personnalité au travail, on se rend quand même bien compte que plus on est heureux. Donc nous, ce qu'on a cherché à savoir, c'est comment est-ce que ça se caractérisait parmi les attentes et parmi en fait les réalités des personnes qu'on a interrogées. Et du coup, on leur a posé la question, dans votre travail actuel, est-ce que vous estimez avoir la possibilité de pouvoir être pleinement vous-même? C'est-à-dire, est-ce que vous sentez que vous n'avez pas à vous mettre de filtre et que vous sentez que, en fait, vous pouvez ne pas réfléchir à comment vous agissez et plutôt vous concentrer sur ce que vous avez à faire? Et les réponses sont assez intéressantes dans la mesure où on a calculé le Net Promoter Score sur cette question. Alors, le Net Promoter Score, c'est en gros, on a regardé la proportion des personnes qui ont répondu qu'ils sentaient qu'ils avaient la possibilité d'être elles-mêmes. On l'a comparé à la proportion des personnes qui sentaient que ce n'était pas du tout le cas. Et on s'est rendu compte qu'une grande majorité des personnes, en fait, sentaient qu'elles n'étaient pas spécialement à l'endroit qui leur convenait en termes de travail. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà des ajustements à réaliser et que en fait, il y avait quand même une certaine partie de leur temps au travail qui était en fait tout simplement de l'ajustement. On va se dire, je ne peux pas être moi-même et je vais en fait, c'est de calculer un peu mon comportement. En fait, beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se consacrer pleinement à leur activité. Donc un très mauvais score. Mais ça, on est là pour essayer de changer la donne et justement de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour que les personnes puissent trouver le métier qui leur correspond et qui leur permette juste d'être elles-mêmes. Donc, plus concrètement, on leur a posé on leur a posé une question qui était quels sont les critères qui pour vous sont le plus importants dans votre travail? Donc, on en avait une douzaine qu'il fallait ranker par ordre de priorité. On va pas tous vous les montrer parce que ça va être très très long, mais on va quand même se concentrer sur le top du panier. Donc, parmi les répondants, 44%, c'est-à-dire presque 1 sur 2, a mis évoluer dans une atmosphère flexible et détendue comme le principal élément en fait qu'ils cherchent dans un contexte professionnel. C'est-à-dire qu'une personne sur deux en fait veut pouvoir se détendre au travail, ne veulent pas avoir à réfléchir à comment est-ce que leurs paroles vont être perçues ou alors à comment est-ce qu'ils doivent se comporter ou alors les petites guerres internes. En fait, tout ça c'est des choses que beaucoup de gens ne n'aiment pas et en fait c'est notamment pour ça que c'est venu en première position. En deuxième position, on a avoir une réelle liberté pour faire mon travail. Donc là, il y a une personne sur trois qui nous a dit, enfin non, 33% des gens qui ont dit que avoir avoir de l'autonomie pour choisir ses méthodes de travail, savoir comment s'organiser, que prioriser, qui contacter. Un tiers des gens, pour un tiers des gens, c'est en fait c'est tout simplement un critère hyper important. 32% des gens ont mis pouvoir exprimer mes idées et ma créativité en première position aussi. Donc là, c'est tout l'aspect. On a vu l'aspect autonomie, et donc là, ça va un peu plus sur le fond, avec la créativité, pouvoir en fait donner de nouvelles idées, ne pas se sentir en fait un peu brimé, et puis en fait que des portes se ferment lorsqu'on a des idées à proposer. 30% des personnes ont mis en priorité avoir le sentiment d'être écouté. Donc là, c'est par rapport aux autres. Ça revient un petit peu à la proposition précédente. C'est 30% des gens qui pensent que le plus important, c'est quand même d'avoir une oreille à côté de nos propos et que juste qu'on puisse proposer ce qu'on veut. Et enfin, on a 26% des gens, donc un quart des gens, pour qui c'était hyper important de pouvoir rire et s'amuser sur leur lieu de travail.
Donc ça revient un peu avec l'atmosphère flexible du début, mais là c'est vraiment des gens pour qui c'est très très important de pouvoir en fait rigoler au travail, pouvoir décompresser tout simplement parce que ce sont des personnes qui vont être très très investies et qui dit investissement dit aussi besoin de décompression et ça c'est un des critères qui a été hyper priorisé. Donc là c'était sur la partie des personnes par rapport à elles-mêmes, donc par rapport à leur travail, par rapport à leurs tâches, mais dans le contexte professionnel, on n'est pas juste confronté à nous-mêmes et à notre charge de travail. En fait, on est aussi confronté à nos collègues. En fait, on est dans un environnement. À part si vous êtes freelance et que vous travaillez en fait tout seul, même s'il y a beaucoup de freelance qui au final cherchent aussi de la compagnie, de la compagnie avec les espaces de coworking et le reste. En fait, on est constamment en contact avec des gens en fait et qu'on n'a pas pu connaître avant l'entretien, avant d'être recruté. Donc on savait ce qu'on allait faire, mais on savait pas avec qui on allait le faire. Et ça, c'est un sujet en fait qu'il faut adresser. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte avoir une relation tendue avec ses collègues, c'est en fait décourageant tout simplement, dans le sens où dans l'étude qu'on a pu mener, on a pu se rendre compte que 60% des gens, 60% des répondants choisissent d'étouffer leur personnalité au travail. C'est-à-dire que 60% des gens, pour se plier au contexte professionnel et aussi aux équipes qui les entourent et puis juste aux gens qu'ils fréquentent, 60% des gens, en fait, n'ont pas d'autre choix que d'étouffer leur personnalité, de ne pas être eux-mêmes. Et ça, c'est dommage. C'est dommage, ouais, d'autant plus quand on sait que l'épanouissement passe en grande partie justement par le fait de pouvoir exprimer qui l'on est. Donc ses talents bien évidemment, mais ça a toute sa singularité. C'est vrai que c'est quelque chose qui est absolument regrettable. Complètement. Donc là, on a vu là sur l'aspect par rapport à nous-mêmes, donc par rapport aux tâches qu'on va avoir, et puis aussi par rapport à quel type d'environnement de travail structurellement est-ce qu'on cherche. On a aussi vu là à l'instant par rapport par rapport aux collègues, que c'est très important en fait de pouvoir aussi être soi-même, mais aussi très souvent la phrase un peu toute faite qu'on entend souvent, mais qui est malheureusement vraie, c'est que lorsqu'on quitte une entreprise, on quitte souvent aussi un manager dans le sens où voilà, c'est la personne qui va nous superviser ou alors qui va nous coacher et donc potentiellement la personne avec qui on va passer le plus de temps dans le meilleur des cas ou alors dans le pire, ça dépend ça dépend de la situation. Et donc nous on s'est posé la question qu'est-ce que avoir une bonne relation avec son manager peut apporter aux gens. Donc là on a mis un petit cœur pour le fun finalement, mais voilà, il y a pas de sous-entendu derrière ça. C'est voilà, ça reste strictement professionnel, on va dire. Voilà, on ne propose rien. Mais voilà, avoir une relation amicale avec son manager, en fait, on a pu constater que ça permet aux personnes d'être 2 fois plus investies dans leur travail, c'est-à-dire avec un manager qui va être en phase avec leur façon de fonctionner, en phase avec leurs idées, et puis aussi avec leur mode de communication. En fait, ça permet de largement bénéficier à la capacité de travail des personnes, des collaborateurs, et aussi juste à l'envie qu'ils vont avoir à l'envie qu'ils vont avoir de recommander leur entreprise. C'est-à-dire que là, toutes les personnes qui nous ont dit j'ai une bonne relation avec mon manager, 2,5 fois dans deux pardon dans 2,5 fois ont 2,5 fois de chance, excusez-moi, de recommander leur entreprise. C'est-à-dire que cette bonne expérience avec le manager fait en fait un effet de halo par rapport à l'entreprise et juste lorsqu'on va parler de visibilité de l'entreprise et puis aussi de marque employeur, ça passe pas que par la politique de communication, ça passe aussi par les collègues et par les managers et juste que tout le monde soit avec les personnes qui leur correspondent. Et c'est en fait pour ça que on a décidé de mener cette étude pour voir où est-ce qu'on en était aujourd'hui et pour voir ce qu'on peut proposer par la suite. Absolument. Merci Christophe pour ces précisions, cette présentation de l'étude. Alors en fait, c'est vrai que là, on vient de voir quels sont les critères qui ont un impact fort sur l'engagement des personnes, sur le fait de pouvoir ou pas se sentir soi-même, que ce soit par rapport au travail, la relation par rapport au manager, par rapport aux collègues. Après, c'est vrai qu'il y a un petit sujet, c'est qu'il suffit pas de savoir quels sont les critères qui ont un impact pour pouvoir agir directement dessus, d'autant plus lorsqu'on est candidat. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est candidat, généralement, comment est-ce qu'on va trouver un job ? Soit on est contacté, soit on va directement sur une offre d'emploi. Toujours est-il qu'on finit toujours à un moment donné par avoir une description du job, donc il va nous être envoyé de façon à pouvoir l'étudier et savoir, pouvoir se projeter, se dire, est-ce que moi je me vois dans ce type de poste
demain, si jamais je devais changer de travail. Alors pourquoi on pense que les offres d'emploi classiques ne fonctionnent pas? Eh bien, on va prendre une offre d'emploi. Donc au hasard, on en a pris une. Bon là, c'est une offre d'emploi totale. Ça pourrait être, on pourrait prendre n'importe quelle autre entreprise. On a pris la première qui est tombée sous la main. Donc qu'est-ce qu'on va trouver dans une offre d'emploi classique? La description du job, les missions confiées. On va trouver un peu de contexte, environnement, le profil du candidat recherché. Donc quel type d'école il a fait, le niveau, bac+5, et ainsi de suite, 2-3 infos, des éléments sur la rémunération, et ensuite on a un petit bouton apply to job, donc pour pouvoir candidater. Le problème de ces offres d'emploi, eh bien, c'est que elles vont se centrer sur des éléments qui certes sont extrêmement factuels, mais eh bien, qui ne répondent plus en tout cas aux attentes des candidats. Pourquoi? Parce que quand on est candidat, ce qu'on a envie de savoir, c'est quoi? Bien sûr, le type de boîte pour lequel on va bosser, les missions, où est localisée la boîte, quel est le salaire qu'on va toucher. Bien évidemment que c'est important. Mais au final, souvenez-vous, on va quand même passer 80 000 heures de notre vie à travailler, 54% de notre temps éveillé. Et ce qui va faire la qualité, eh bien, de notre expérience en tant que candidat, en tant que collaborateur, on a bien sûr les tâches, mais il y a aussi les personnes avec lesquelles on va évoluer. Est-ce qu'on se voit travailler avec son futur manager, avec ses collègues? Qu'en est-il de la culture d'entreprise? Est-ce qu'on va s'y retrouver? Est-ce que la mission va nous parler? Est-ce qu'on a envie de côtoyer au quotidien les personnes qui constituent déjà les équipes en place? On s'est dit à un moment donné qu'il y avait peut-être quelque chose à revoir dans les offres d'emploi traditionnelles. Donc comment est-ce qu'on a changé ça? Eh bien, tout simplement en vous permettant de créer directement sur Assessor des offres d'emploi d'un nouveau genre. C'est-à-dire que vous allez retrouver, une fois que vous avez paramétré votre offre d'emploi sur Assessor, des éléments classiques. On voit qu'on a toujours description de la société sur la gauche, les missions. On peut expand, donc cliquer sur voir plus pour avoir l'intégralité. On va retrouver les 3 objectifs clés donc qui sont associés au poste. Les compétences techniques qui sont importantes pour réussir, celles qui peuvent constituer un plus. On va donner quelques éléments d'information également sur la façon de travailler. Est-ce que c'est un job où on va attendre un profil plutôt de gestionnaire, de développeur, d'entrepreneur? On va expliquer en dessous ce que ça veut dire. On va également directement présenter, et c'est là que ça commence à devenir passionnant pour les candidats, quel est mon futur manager, ma future manager? Quelle est cette personne avec laquelle je vais collaborer au quotidien? Quel est son style de management à cette personne? Ensuite, 2-3 quelques lignes qui expliquent l'impact du style de management sur la façon de collaborer au quotidien, l'environnement que le manager a tendance à rechercher et à créer, et on va également ensuite retrouver l'équipe en place. Donc là, les recruteurs, en tant que recruteur, vous avez la possibilité, bien évidemment, si le futur manager a complété son profil assesseur, si les membres de l'équipe ont également complété leur profil assesseur, vous pouvez les associer directement à l'offre d'emploi. Et on va également, en fonction des résultats des membres de l'équipe, faire ressortir justement ce qui anime l'équipe. Donc ce qui est génial avec cette façon de procéder, c'est que là, on n'est plus sur du déclaratif. C'est pas vous qui allez choisir de marquer le manager fonctionne comme ci, fonctionne comme ça, l'équipe est mise en avant par ceci ou par cela, mais on va vraiment s'appuyer sur les résultats, sur le profil assesseur de chacun, du manager et des membres de l'équipe, pour fournir des informations. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est candidat, on peut avoir déjà des éléments d'information qui vont permettre de se projeter beaucoup plus facilement dans le poste et également dans l'entreprise. Vous pourrez ajouter toute photo, vidéo que vous souhaitez dans ces offres d'emploi, où est-ce que la personne va travailler, des éléments de salaire, des éléments ensuite qui concernent les avantages. Et enfin, donc qu'est-ce qui se passe quand on est candidat? Si on choisit de postuler, il suffit simplement de cliquer sur postuler, on arrive sur un espace où on peut créer son compte assesseur en moins de 2 minutes. Donc de là, la personne complète les éléments, passe les différents questionnaires assesseurs, et dès qu'elle a terminé, automatiquement, vous allez pouvoir accéder à ces résultats, bien sûr, mais le candidat, la candidate accède également à un résumé de ces résultats, de son profil. Donc, on va trouver des éléments comme quels sont les comportements privilégiés par la personne, quel est son style personnel, quels sont ses points forts dans la relation aux autres, la manière de travailler, la gestion des émotions, un système de talent tag, donc de tags, de mots-clés qui résument le profil, 2-3 conseils sur comment la personne pourrait être plus efficace. Je vous ai dit tout à l'heure, on vous a dit en introduction que Drive permettait de faire le point sur 20 facteurs de motivation. Là, on va faire ressortir
les 3 motivations qui ont le plus fort impact sur l'engagement de la personne et les 3 moteurs qui ont le moins d'impact sur la personne, voire qui peuvent démotiver la personne. Comment la personne gère son énergie, les activités qu'elle privilégie. On va retrouver des éléments également sur l'environnement que notre candidate recherche, le style de management qui lui convient le plus. Donc là, ça serait intéressant de pouvoir comparer par rapport au style du futur manager. La culture dans laquelle la personne s'épanouit et également des éléments d'information sur la manière dont la personne réfléchit. Donc la première chose, c'est que d'une part, la candidate a accès à un résumé de son profil, à plein d'informations qui vont lui permettre de mieux se connaître, mieux valoriser son profil en entretien. Mais on a également, côté candidat toujours, eh bien, on est repositionné sur la même offre, sauf que, vous voyez que tout en bas, il y a un petit truc qui apparaît en plus. Eh bien, on a ce qu'on appelle le potentiel de réussite, potentiel d'épanouissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant même, eh bien, d'avoir poussé sa candidature, la candidate, le candidat peut savoir instantanément est-ce que ce job qui m'est présenté, est-ce que lorsqu'on compare mon profil avec ce qui me singularise, et quand on compare tout ça, eh bien, par rapport à ce qui est requis pour réussir et s'épanouir dans le poste, eh bien, est-ce que j'ai un profil qui est plutôt aligné ou est-ce qu'il y a des décalages forts? Et donc ensuite, le candidat n'a plus qu'à cliquer sur postuler. Et ensuite, c'est comme chez Amazon, hein, c'est la candidature en un clic. Donc là, on rappelle simplement au candidat, voilà, ça, ce sont les compétences techniques qui sont importantes dans le cadre du job. Donc cliquez et sélectionnez sur celles que vous maîtrisez. Si la personne s'est enregistrée avec son profil LinkedIn, on va automatiquement récupérer ses compétences LinkedIn et il est présélectionné. Le candidat n'a plus qu'à cliquer, à faire un clic sur envoyer ma candidature et c'est terminé. Donc, ce qui se passe ensuite, eh bien, c'est que le candidat a la possibilité, tout simplement, de faire un suivi en temps réel de sa candidature. C'est-à-dire qu'il va pouvoir savoir, eh bien, est-ce que vous avez reçu la candidature? Est-ce que vous avez étudié son profil? Est-ce que vous avez décidé de shortlister? Est-ce que la candidature a été écartée? Et il a même la possibilité de relancer le recruteur. Je vous rassure, hein, vous n'allez pas vous faire harceler. C'est limité à une fois par candidat et par poste. Voilà. Et donc, vous recevez ce mail et ça va vous permettre tout de suite d'avoir toute l'info essentielle. Donc là, vous voyez, par exemple, que David souhaite savoir où en est sa candidature pour le poste de chargé de sourcing RH homme-femme. Donc, on vous dit qu'il a un profil complet à 100%, il a complété chez Drivebrain, il présente une adéquation de 78% par rapport au poste. Et en dessous, donc vous pouvez soit écarter la candidature directement, soit shortlister le profil, soit cliquer sur le petit lien vert en dessous, voir le profil sur Assess First. Et donc, côté recruteur, ça se passe comment? Côté recruteur, vous avez un écran sur Assess First qui va ressembler à ceci. Vous avez l'ensemble de vos candidats avec tout simplement eh bien, les candidats classés avec un score global de matching. Alors, c'est quoi l'étape suivante maintenant? Enfin, l'étape suivante, c'est tout simplement qu'on souhaiterait permettre eh bien, à chacune des participants à ce webinaire eh bien, de découvrir également ses propres talents. Donc, si vous allez sur notre site www.assessfirst.com, vous allez arriver sur une page d'accueil qui peut ressembler à ça. Donc là, vous avez la photo d'Emmanuel qui est que c'est un succès chez nous. Donc ça peut être, voilà, c'est une photo qui tourne, hein, donc vous verrez toute notre équipe en même temps. Donc il vous suffira simplement de cliquer sur évaluer mes candidats maintenant. Donc, si vous êtes recruteur, vous pouvez ouvrir un compte d'essai pendant 14 jours hein, pour tester AssessFirst. Mais si vous êtes candidat, vous pouvez également cliquer sur ce lien et on vous demande juste après est-ce que vous êtes candidat ou recruteur. Et donc, si vous êtes candidat, on vous redirige vers un espace qui vous permet justement de compléter votre profil et de découvrir l'ensemble de vos talents. Et donc, vous arriverez donc, comme je dis, hein, sur cette page, vous complétez et c'est parti. Donc voilà ce qu'on voulait vous proposer, c'est un peu notre petit cadeau, le petit cadeau qu'on souhaitait vous faire pour vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire. Donc ce que l'on souhaiterait maintenant, eh bien c'est vous proposer, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de nous poser des questions. Donc avec, il y a un petit panel, le panel chat. Donc si vous voulez poser des questions, elles apparaîtront et puis on va pouvoir y répondre. Alors, ok, donc première question
première question de Paul. Alors, Paul qui nous demande est-ce que c'est long de compléter son profil assesseur? Alors, en fait, pour compléter le profil assesseur, non, comme on vous a dit, hein, c'est relativement court. Donc, ça va être 10 minutes par questionnaire en moyenne. Donc, après, on a certains candidats qui mettent 12 minutes, d'autres qui vont compléter leur questionnaire en 6 minutes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que non, ça c'est relativement rapide. Et surtout, vous avez donc en 30 à 40 minutes grand max, vous avez terminé de compléter votre profil. Et surtout, dès que vous avez terminé une partie du questionnaire, par exemple, si vous commencez par le test de perso, automatiquement, vous avez déjà accès aux résultats du test de personnalité. Et vous n'êtes pas obligé de tout passer d'une traite. Bien évidemment, vous pouvez commencer un questionnaire, accéder à vos résultats et reprendre la suite plus tard. Une autre question d'Isabelle. Bonjour, cela n'est-il pas un peu trop poussé et ne retire pas l'aspect humain d'une vraie première rencontre avec le recruteur? Alors, Isabelle, c'est une super question, donc merci beaucoup. En effet, c'est une question qu'on peut se poser. C'est vrai, quand on entend parler de prédictif, des fois on peut se dire, mais est-ce qu'ils sont pas en train de tout robotiser, de mettre des algorithmes partout? Qu'est-ce qu'il y en est? Parce que au final, le recrutement, et on est d'accord avec vous, c'est quand même avant tout une question de rencontre. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce dispositif qu'on met à disposition des recruteurs, l'objectif, c'est justement d'être un très bon complément, voire pour certains postes de remplacer, eh bien la présélection qui se fait traditionnellement sur le CV. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même rappeler comment on fait la présélection quand on est recruteur. On reçoit des CV pour un poste, et ensuite, à partir des informations qu'on a dans les CV, on va prendre sa décision d'aller plus loin ou pas, c'est-à-dire de rencontrer ou pas le candidat. Et donc, ou la candidate. Et donc, ce qui se passe, on se base sur quoi quand on est recruteur? On va se baser sur les écoles par lesquelles les personnes sont passées, on va se baser sur le niveau d'études, on va se baser sur les expériences précédentes. Alors, certes, ce sont des éléments qui peuvent rassurer quand on est recruteur, mais le problème, c'est qu'il y a énormément d'études qui sont réalisées et qui ont démontré aujourd'hui qu'il n'y avait pas forcément de lien très établi entre justement ce type d'information et le succès ultérieur et surtout l'épanouissement ultérieur dans le poste pour lequel on a recruté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que j'ai fait une grande école de commerce ou tel cursus en université ou que je suis passé par telle école d'ingénieur que forcément je vais cartonner dans mon job et je vais m'y retrouver dans telle ou telle entreprise. Et donc, ce qui compte, bien évidemment, c'est quoi? C'est qui est la personne. Et en fait, le truc, c'est que au travers de tout ce dispositif d'assessment, quand on fait une présélection sur qui est la personne, sa perso, ses motivations, son raisonnement, on va se centrer non pas sur ce qu'elle a fait, sur des éléments du passé qui sont révolus, mais on va s'appuyer sur qui elle est tout simplement. Et en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que ça ne remplace pas la rencontre qu'il va y avoir avec le recruteur. De toute manière, un entretien, il y en aura un. Et vous aurez l'opportunité en tant que candidat de poser toutes vos questions, de démontrer votre motivation de vive voix. Et d'un autre côté, en tant que recruteur, de la même façon, vous aurez toute la possibilité, de toute l'attitude pour poser les questions que vous souhaitez et justement utiliser ce que vous avez de plus ce qui vous caractérise le plus dans votre humanité de recruteur, on va dire. Mais l'objectif d'assesseur, c'est quoi? C'est vraiment vous permettre, en tant que recruteur, de gagner du temps dans le processus de sélection, de manière à rencontrer peut-être moins de candidats, mais des candidats qui ont les plus fortes probabilités de réussir. Et pour les candidats, c'est tout simplement leur permettre de mettre en avant véritablement qui ils sont, de manière à être recrutés pour ça. Alors, autre question de Corinne. Donc, j'espère, Isabelle, avoir répondu à votre question. En tout cas, c'est ma réponse. Voilà. Alors, question de Corinne. Est-ce que cette logique du matching influence la relation qui se noue avec le candidat et le recruteur? Exemple, matching 100% et pourtant pas retenu. Est-ce que cette logique du matching influence la relation qui se noue avec le candidat et le recruteur? Exemple, matching 100% et pourtant pas retenu. En fait, alors, est-ce que ça influence la relation qui se noue entre le candidat et le recruteur? C'est-à-dire, est-ce que le recruteur peut être influencé peut-être par les résultats qu'il voit et que ça, quelque part, ça lui donnerait un a priori positif ou négatif sur le candidat? Oui, exactement. C'est ça. Alors, bien évidemment, il peut y avoir un biais, bien sûr. C'est sûr qu'il peut y avoir un biais. Après, c'est pour ça qu'en fait, ce qu'on recommande comme seuil, en fait, on va jamais recommander à un recruteur de ne rencontrer que des candidats qui vont être à 100%, 80% d'adéquation. Le seuil, généralement, qu'on va conseiller, c'est un seuil de 60%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a quand même la majorité des comportements, des talents de la personne qui sont alignés, par rapport au job, par rapport à ce qui est attendu.
Et on sait très bien que pour le reste, heureusement, on n'est pas des robots en tant que candidat, recruteur aussi, mais en tant que candidat. Et donc, le candidat aura toute l'attitude pour pouvoir adapter, ajuster son comportement. Et parfois, ce qui peut arriver également, c'est qu'on a repéré qu'il y avait certains profils qui pouvaient être en dessous de ce 60%. C'est-à-dire, des fois, vous avez des profils qui sont à 47, 43%, et pourtant qui réussissent par la suite. Et en fait, on s'est rendu compte de quoi? C'est que, je vous donne un exemple très simple, très bête, mais on peut avoir un candidat, par exemple, avec des capacités intellectuelles qui sont tout à fait en ligne par rapport au niveau qui est attendu pour réussir dans le job, une personnalité qui est tout à fait adaptée, mais des motivations dont certaines sont quand même en décalage assez notable par rapport à ce qui est attendu dans le poste. Donc, ce qui viendrait faire baisser son matching de manière assez conséquente. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec nos algos, maintenant, on a la capacité d'identifier est-ce que les motivations pour lesquelles il y a décalage, est-ce que ce sont des motivations qui sont structurantes du mode de fonctionnement de la personne, ou est-ce que ce sont tout simplement des motivations qui sont peut-être plus contextuelles et qui sont susceptibles d'évoluer, voire d'évoluer fortement, et peut-être dans le sens attendu par le recruteur, si à partir du moment où la personne évoluera dans le contexte de l'entreprise. Donc quand c'est comme ça, on a même la possibilité, donc je vous ai pas montré, mais il y a un petit truc qui s'appelle Magic Button, donc un petit bouton magique, on peut appuyer dessus, vous vous souvenez, il y avait toute la liste des candidats avec les pourcentages de matching, et qui permet des fois de repêcher, de faire remonter des candidats qui sont un peu en dessous des 60, et là on va vous les identifier et vous dire, ceci, faites gaffe, il ne faut pas passer à côté, parce que même s'il y a des décalages assez flagrants, ce sont des choses qui pourront évoluer par la suite. Voilà. Alors, autre question, Isabelle, une question, avec le recul, quelles sont les limites de l'outil? La limite de l'outil, en fait, elle est assez simple, c'est-à-dire que, si vous voulez, en gros, Assessor, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet vraiment d'identifier qui est la personne, donc, pour rappeler ce qu'elle peut faire, ce qu'elle veut faire, comment elle va se comporter, de comparer par rapport à des modèles prédictifs, mais il y a des critères qui ne sont pas pris en compte. C'est-à-dire la présentation du candidat, son élocution, la manière, la qualité de son discours, ce genre de choses. Par exemple, typiquement, on va pas pouvoir l'évaluer. Un autre élément également, c'est que le recrutement, c'est aussi quelque part une affaire de rencontre. Et ce qui peut se passer, c'est que souvent, les recruteurs vont présélectionner des candidats qui sont en effet au-delà des 60%, donc qui correspondent par rapport à ce qui est attendu. Ensuite, ils vont faire leur shortlist. Ensuite, ils vont faire rencontrer le futur manager. Et là, bien évidemment, il y a aussi une question d'alchimie, On reste des êtres humains. Donc, même si aujourd'hui, chez Assess First, on a un outil qui permet d'anticiper l'affinité professionnelle entre les individus, c'est-à-dire que si le futur manager a complété son profil Assess First, les candidats aussi, on peut maintenant anticiper dans quelle mesure est-ce qu'ils vont pouvoir collaborer efficacement les uns avec les autres. Mais il y a toujours cette petite partie typiquement humaine qui fait que, à un moment donné, quand on rencontre une personne, est-ce que naturellement j'ai le fit ou pas avec cette personne? Est-ce que je sens entre guillemets son énergie ou pas? Ça, ce sont des choses qu'on ne remplace pas, à mon avis, qui vont pas être remplacées d'ici un petit moment. Voilà. J'espère que je réponds à votre question également. Donc écoutez, on arrive au terme de ces... Ah, une autre question, pardon. Anne, les candidats sans expérience professionnelle, jeunes diplômés, ont-ils tous les éléments, connaissance d'eux-mêmes pour bien répondre à votre questionnaire? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, on a fait en sorte que les questions qui sont posées, puissent être appréhendées facilement par n'importe quel type de public. Donc c'est important. On va pas parler de lorsque vous collaborez dans une équipe. Non, on va parler de travailler avec les autres. On va parler de projets. Donc ça peut être des projets professionnels, des projets qu'on fait à l'école, des choses comme ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a plus d'une 50aine d'écoles avec lesquelles on travaille. Donc ça peut être des écoles de commerce, d'ingénieurs ou des universités, et donc qui utilisent la solution. Alors pas forcément pour faire la présélection à l'entrée, mais plus comme un outil d'accompagnement des étudiants pour leur permettre d'identifier justement quels sont leurs talents, qu'est-ce qui va les distinguer les uns de leurs camarades, j'ai envie de dire, parce que quand on fait une école de commerce, par exemple, on va tous sortir, tous les candidats vont sortir, tous les étudiants, vont sortir à un moment donné avec à peu près le même diplôme, les mêmes cours suivis. Généralement, ils font aussi tous à peu près les mêmes types de stages dans les mêmes boîtes. Sur quoi ils vont se distinguer? Sur qui ils sont, en fait, tout simplement. Donc, du coup, c'est très utilisé pour ceci, pour préparer leur arrivée sur le marché de l'emploi.
Question de Morgane. Pour que l'analyse soit idéale, cela sous-entend que la plupart des collaborateurs d'une entreprise passent les tests, manager, collègues. Cela nécessite donc de les débriefer par la suite. Cela fait beaucoup. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, donc on a mis en place un système de débriefing entre guillemets automatisé. Ça ne va pas remplacer la restitution que ferait un RH. Bien évidemment, on n'a pas la prétention du tout de vous dire que ça remplace le RH, c'est pas ça. Hein. Mais simplement, on a une synthèse qui est quand même relativement complète, qui va permettre donc, eh bien, d'offrir un retour aux candidats ou aux collaborateurs, aux managers en interne. Et d'ailleurs, à ce titre, donc aujourd'hui, à peu près toutes les semaines, on a des retours, que ce soit sur Twitter, LinkedIn, Facebook, de candidats justement qui témoignent de leur engouement par rapport aux infos qu'ils reçoivent. Alors, ce qu'il faut savoir, encore une fois, hein, c'est que ça, c'est totalement optionnel. On n'est pas obligé de mettre les collaborateurs, de mettre le futur manager. Après, bien évidemment, si on souhaite faire un peu plus que ce qui se fait aujourd'hui et qui marche que moyennement, on a vu, forcément, il va falloir aller chercher un peu plus d'infos. Donc, ouais, il va falloir, en effet, demander au manager, demander aux collaborateurs de passer des débats. Isabelle, donc autre question, vous êtes donc en concurrence directe avec les cabinets de recrutement. Isabelle, ne dites pas ça, on va se faire taper sur les doigts. En plus, ce n'est pas vrai. Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 450, on travaille avec 450 cabinets dans 30 pays différents. Donc aujourd'hui, un assesseur, c'est 3500 clients, dont à peu près 450 cabinets. Ce qu'il faut savoir, c'est que non, au contraire, enfin, le job d'un cabinet, ça se limite pas simplement à évaluer la perso, les motivations d'un candidat. C'est-à-dire que le cabinet, il va faire le sourcing. Donc aujourd'hui, on vous permet, on va dire, de advertise, enfin de faire la promotion de vos offres d'emploi, mais on n'envoie pas encore de candidats directement en fonction de vos modèles prédictifs. Donc c'est faire le sourcing, ça c'est le job du cabinet. Ensuite, ça va être recevoir la personne. Donc bien évidemment, ils utilisent les tests pour avoir une première évaluation. Ensuite, ils font la restite. Ensuite, il va falloir vendre l'opportunité. Des fois, le candidat hésite entre plusieurs opportunités. Le cabinet va vous permettre, eh bien, quelque part, il va faire votre pub, il va pusher le candidat pour qu'il accepte votre proposition. Donc, le cabinet a vraiment une importance capitale dans le processus de recrutement. Après, sur certains aspects, par contre, ouais, c'est sûr que le cabinet qui se conseille, qui se contente de faire le pouce CV, oui, c'est sûr, ça vient un peu le chatouiller, on va dire. Et avec quelles entreprises travaillez-vous? Alors aujourd'hui, c'est assez simple. Donc, on travaille avec des entreprises, donc 3500 boîtes, dans 30 pays différents, dans tous les secteurs d'activité. Donc, il peut s'agir de sociétés comme AXA, par exemple, donc qui recrutent l'ensemble de ses commerciaux au travers de notre solution. Il peut s'agir de sociétés comme Burger King, donc avec lesquelles on a mis en place un système qui permet de valider le potentiel d'évolution des managers, des équipiers vers des postes de managers d'équipe. On va également avoir des entreprises comme le groupe Galeries Lafayette, donc notamment le BHV Marais. Ça peut être Leroy Merlin, on a équipé toute la Russie. On travaille également avec eux en France. Ça peut être, voilà quoi. Unibail, Rodamco, ça peut être Securitas, Flunch, SNCF. Enfin, on a vraiment une Carrefour Market, Toyota, le cabinet Weave, Berner. Enfin, on a énormément de clients. Là, je vous cite surtout des gros clients, mais on a également de plus en plus de startups, de PME, de TI. Pour ceux qui connaissent, par exemple, on est donc Assessor, c'est basé au cœur de ce qu'on appelle Silicon Sentier, dans le plein cœur de Paris, dans le 2e arrondissement. On a au bout de la rue une brasserie qui s'appelle, comment s'appelle cette brasserie déjà, qui est en boîte? Mince. Ah, on s'en souvient plus. C'est pas le Brément, c'est l'autre. Non. Soit, on a une brasserie qui est au bout de la rue, par exemple, qui utilise nos solutions. Eh bien, on devrait la connaître en plus, on y va régulièrement. Bon, soit. Et qui utilise, par exemple, bien pour recruter son personnel pour faciliter. Voilà. Mille excuses, mille excuses. LOL, oui, merci Isabelle. Alors, autre question, Dan, retrouve s'il te plaît, j'ai envie de retrouver, ça me casse la tête. Votre outil pourrait être utilisé par des salariés dans l'entreprise pour les aider à se positionner sur des mobilités futures, aide à la gestion des carrières pour nos 1800 salariés. Ouais, complètement, Anne. En fait, ça, c'est un projet qu'on a déjà mis en place avec certaines entreprises. De plus en plus d'entreprises, en fait, font ça. C'est-à-dire que, en gros, elles vont renseigner les postes, elles vont pas forcément ensuite diffuser les offres
ou les différents postes à l'externe, ça peut être diffusé uniquement en interne et chaque collaborateur a la possibilité de se créer un compte sur Assessfirst, découvrir ses talents et ensuite de se confronter bien par rapport aux différents jobs qui sont proposés par l'entreprise. Et on a même certaines entreprises qui proposent donc aux candidats de le faire un petit peu, aux collaborateurs collaboratrices de le faire en self-service. Et derrière, on a même certaines boîtes donc qui proposent un débrief, c'est-à-dire que si le collaborateur à un moment donné se dit OK, je regarde, je vois mes résultats, ça me semble intéressant, je souhaite aller plus loin, bah là ils peuvent contacter une personne au service de la mobilité en interne de manière à avoir une restitution et pouvoir étudier de manière un peu plus approfondie le sujet. De la Ville Café, c'est le De la Ville Café, donc sur les grands boulevards, donc à bonne nouvelle d'ailleurs, qui utilise la solution Assessfirst pour recruter. Donc 1000 pardons si vous nous avez écouté chez De la Ville. Voilà. Ah, on a Morgane donc qui répond à Anne en disant oui Anne, j'utilise Assessfirst en bilan de compétences et pour du positionnement de la mobilité. Anne, super. Ok, bah merci Anne pour votre remarque, pour votre commentaire. Écoutez, ce que je vous propose, donc il est 15h24, bah, c'est de clôturer ce webinaire. Merci Isabelle également pour votre petit message. Et donc ce que je vous propose, c'est de clôturer ce webinaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer donc le support à l'ensemble des participants. Vous pourrez retrouver également ce webinaire sur YouTube. Donc on vous enverra également le lien. Donc il nous reste simplement à vous remercier encore une fois de votre participation. Et puis écoutez, on vous dit à bientôt pour le prochain alors. On vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Au revoir à tous.